Bon, introduire un colloque toujours délicat, parce que ou bien on résume ce qui va arriver et les conclusions, et c'est déflorer le sujet, ou bien on parle d'autre chose, c'est un peu cavalier. Alors entre les deux, j'ai trouvé une solution, c'est puisqu'on parle de l'avenir du nucléaire, moi je vais vous parler du passé de l'énergie pour voir comment nos réflexions d'aujourd'hui se situent dans le prolongement de ce qui va passer depuis 3000 ans. Alors j'ai un quart d'heure pour parler de 3000 ans, donc je serai un peu rapide et un peu simpliste. Et d'autre part, je n'ai pas apporté de diapositive, j'ai eu tort, mais je pratique volontiers la diapositive virtuelle. Je vous ferai imaginer ce qui est au tableau, si on peut le rendre blanc, c'est parfait. Bien, alors début tout d'abord, le début, disons, prenons l'Égypte ancienne. À cette époque, nul ne se doute que l'énergie thermique et l'énergie mécanique, c'est des choses qui sont le même être, tout à fait différentes. Et donc, on voit d'une part les problèmes d'énergie mécanique. Vous imaginez là une douzaine d'Égyptiens avec leur pagne qui tirent une corde et qui traînent une pierre sur des rouleaux. Ça, c'est l'énergie mécanique de l'époque. Très rarement des animaux, parce qu'on ne sait pas s'en servir. On les étrangle avec une ficelle, donc ils s'étranglent. Et donc, on voit que l'énergie mécanique de construction, c'est l'homme. Si on part maintenant au bateau, c'est les galères. Les galères, c'est les galériens. Là encore, l'énergie mécanique, c'est l'homme, essentiellement. Bien sûr, il y a la voile pour la petite pêche. Mais pour la guerre ou pour le grand trafic, c'est le galérien. Il n'y a rien de mieux. Qui marche au rythme du tambour avec un fouet derrière, ça marche très bien. Et ce n'est pas tellement cher, paraît-il. Alors, troisième problème que l'on peut évoquer, c'est... je ne sais plus où j'en suis. Oui, le troisième problème, c'est l'eau. Alors, vous imaginez que tirer de l'eau, c'est pas si facile quand on n'a pas encore de pompe électrique, j'entends. Et donc, en général, c'est soit un animal, soit un homme, un esclave. Si on est riche, un esclave, c'est un homme qui tourne autour d'un trou avec une barre qui attache ses épaules pour sortir l'eau. Moralité, c'est clair. Dans toute l'Antiquité, l'humanité manque d'énergie mécanique. Vraiment, l'énergie thermique, pas de problème. Il y a du bois partout, il y a des forêts. Et j'aurais pu présenter une quatrième diapositive où on verrait un forgeron écarlate, bien portant, avec un tas de bois devant son officine et qui fabrique une épée. Donc, pendant des années, des décennies, peut-être des centaines d'années, le problème de l'humanité, c'est qu'on manque d'énergie mécanique et que la seule solution vraiment massive, c'est les esclaves. Alors, est-ce qu'on fait la guerre pour avoir des esclaves ou on a des esclaves parce qu'on fait la guerre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'énergie mécanique principale, c'est l'esclave, plus ou moins volontaire. En revanche, l'énergie thermique, on est relativement à l'aise. Je passe rapidement à la deuxième étape. La révolution qui va intervenir, c'est celle du collier avec lequel on va harnacher les chevaux. Car jusque-là, on les étranglait avec des ficelles. Et donc, ils pouvaient tirer un peu, mais pas beaucoup. Le jour où on invente le collier confortable qui serre le cou et qui permet aux chevaux de tirer avec leurs épaules, ça change tout. La productivité de l'agriculture augmente considérablement. Du coup, on voit se développer avec cette main-d'œuvre disponible le petit commerce et on construit les cathédrales. Sans le collier, pas de cathédrale. Donc, on voit là un progrès très important dans la technique. On a su enfin exploiter convenablement la force des animaux et surtout du cheval. Et ceci va permettre donc de résoudre un peu le problème de l'énergie mécanique en remplaçant les hommes par des chevaux, de façon un peu symbolique et simpliste. Puis on va marcher comme ça pendant un certain temps, et jusqu'au moment où arrive une troisième aventure très importante, c'est la machine à vapeur. Alors pour les physiciens, la machine à vapeur, c'est le principe de Carnot, c'est les 2RM. Pour l'économie, c'est pas du tout ça. Pour l'économiste, la machine à vapeur, c'est une machine qui transforme l'énergie thermique dont on regorge en énergie mécanique dont on manque. C'est ça, la machine à vapeur. C'est pour ça qu'elle a un tel succès, d'ailleurs, parce qu'elle résout un problème social considérable. Je répète, on manquait d'énergie mécanique. On avait l'énergie thermique relativement abondante, et une machine transforme l'un en l'autre, c'est formidable. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment-là, on a enfin de l'énergie mécanique à base de chaleur et de bois. Le résultat est tellement important que l'on constate qu'on va bientôt manquer de bois, parce que parallèlement, la marine se développe, qu'il faut des grands mâts,
Et on constate qu'on va bientôt manquer de bois, mais la machine à vapeur apporte quelque chose de tout à fait nouveau. C'est l'ascenseur. On va pouvoir enfin exploiter le charbon en profondeur, alors qu'avant, on le pouvait en surface. D'où l'économie du 19e siècle, dans laquelle l'énergie thermique est de nouveau abondante, mais coûte de l'argent et des hommes, qui est le charbon, et l'énergie mécanique fournie par la machine à vapeur. Mais ça a quand même des conséquences qui apparaissent peu à peu de plus en plus pénibles. Pourquoi? Mais parce que cette machine à vapeur, on va la faire marcher pas très loin des mines. Ne serait-ce que parce qu'on a besoin, du moteur pour faire marcher les ascenseurs. Et d'autre part, l'énergie mécanique que l'on produit, on ne sait pas la transporter. Il n'y a que les courroies. Et donc, que va-t-il se passer? On va se développer d'immenses combinats, parce que l'énergie mécanique, on ne sait pas la transporter. Et donc, c'est avec des courroies autour des machines qu'on va se développer peu à peu ces énormes combinats, pas très sains, dans lesquels on voit des mineurs mal portants, des sidérurgistes pas très bien portants, dans d'énormes endroits où la vie est assez ingrate, il faut le dire. Cette troisième étape va quand même durer un certain temps, parce que parallèlement, il y a le chemin de fer, qui va peu à peu relayer les gabarres qui suivaient que les fleuves. Et donc, on voit quelques transversales par chemin de fer. Et en France, il est typique, vous avez les fleuves horizontaux, la Garonne, la Loire, la Seine, et les chemins de fer vont au contraire croiser. C'est intéressant de noter que tous ces progrès, que ce soit le collier, la machine à vapeur, n'ont suscité aucune réaction des populations. Seul le chemin de fer a suscité des réactions. On se demande pourquoi. Moi, j'ai ma petite idée, c'est que pour passer un chemin de fer, il faut avoir l'autorisation d'y passer. Et sitôt qu'on est en négociation pour avoir un droit de passage, aussitôt, vous avez des opposants qui organisent une activité, ils ont des attitudes contraires. Il faut négocier. D'autre part, il faut se rappeler que le chemin de fer a quand même terrorisé certains grands savants. Monsieur Arago, éminent savant que tout le monde respecte, avait déclaré qu'il était impossible de faire passer des trains dans des tunnels parce qu'à la sortie, tous les hommes auraient des congestions pulmonaires. L'étape suivante, chaque fois qu'il se pose un problème, il y a une étape qui se produit et on résout le problème. L'étape suivante, c'est l'invention simultanée de l'électricité et du camion. Car avant, on se développe autour des mines de charbon et le long des lignes de chemin de fer. Sitôt qu'on a l'électricité, on peut transporter la puissance dans les campagnes, mettre l'usine à la campagne, ce qui n'est possible que s'il y a des camions pour ramasser la marchandise. Et donc, l'arrivée simultanée de l'électricité et du camion dégage, les gros combinats se dissolvent peu à peu, parce qu'on peut les dissoudre dans des zones moins denses grâce aux fils électriques et aux camions. Là encore, pas d'opposition marquée. Le fil électrique, ça implique des centrales. Ce soit des centrales hydrauliques qui ont suscité des problèmes, parce que quand on noie des villages ou des cimetières, c'est jamais très facile. Et donc, EDF a eu pas mal de problèmes dans les années 50 et 60 pour réaliser ces ouvrages, mais enfin, on y est arrivé. La géothermique, elle, a d'autres défauts. Elle est quand même très polluante. Les fumées, même si elles sont traitées, les fumées de centrales thermiques ne sont quand même pas très, très saines. Et puis, globalement, ça prend quand même pas mal de place. Alors, que faut-il? Il faut arriver à trouver quelque chose qui pollue moins l'air, qui prenne moins de place. Ça arrive peu à peu, c'est le nucléaire. La centrale nucléaire ne prend pas de place et ne pollue pas l'air. Alors, quand je dis prend pas de place, c'est une façon de parler. Enfin, la centrale de Paluel, vous savez, ces 4 tranches qui sont dans la falaise normande. Je me souviens quand je faisais visiter des ingénieurs ou des savants qui venaient, on passait par l'intérieur, on montait une galerie, brusquement on voyait à ses pieds 4 wagons qui étaient les salles des machines, 4 tourelles qui étaient les chaudières. J'ai dit, vous avez sous vos yeux l'équivalent des houillères de Lorraine de l'époque, plus toutes les centrales nécessaires pour pouvoir transmettre l'électricité.
Le nucléaire ne prend pas de place. Ce n'est pas une idée courante, mais comparé aux thermiques classiques, c'est une différence énorme. Je répète, la centrale de Paluel, c'est l'équivalent de toutes les huiles de la reine de l'époque, 12 ou 13 millions de tonnes, et toutes les centrales qui vont avec pour trembler l'électricité. Donc ça ne prend pas de place. Donc on résout déjà un premier problème. L'encombrement, il est résolu par ce biais. L'autre problème, c'est la pollution de l'air. Eh bien, le nucléaire a peut-être des défauts, mais qu'il a une qualité, c'est qu'il ne pollue pas l'air. Alors, il s'est passé dans quelque chose, c'est que dans l'histoire antérieure, il n'y a pas eu une manifestation contre le collier à mettre sur le cheval, il n'y a pas eu de manifestation contre la machine à vapeur, il y a eu quelques-unes contre le chemin de fer, c'était pour des raisons de site plus que de technique. On n'a pas manifesté contre les affreux combien industriels qui tuaient des masses de gens dans la pollution. Là, le nucléaire a suscité des oppositions. Et c'est ce qui fait qu'on est obligé aujourd'hui de se poser des questions. Il apparaît que deux questions troublent l'opinion publique, à juste raison ou non, ce n'est pas un moment à discuter. C'est les déchets, surtout à long terme, et c'est les accidents. Et dans la question qui se pose aujourd'hui, à vous, qui avez parlé de l'avenir, dans quelle mesure arrive-t-on avec les nouvelles générations à résoudre le problème des déchets à long terme et de la sécurité? Voilà ce que je voulais dire pour introduire le sujet. J'espère que dans la foulée du passé, vous réussirez pour l'avenir à faire bien. Moi, je j'aurais disparu entre-temps. Merci.